La nuit est noire, pas de lune. 22 mars 1945. Le long de la rive ouest du Rhin, près d'Oppenheim, des soldats de la 5e division d'infanterie sont accroupis dans l'obscurité, attendant. Ils entendent le fleuve au loin. L'ancienne frontière de l'Allemagne. Le dernier rempart naturel avant le cœur du Reich. Aucun canon ne pilonne la rive opposée. Aucun bombardier ne gronde au-dessus d'eux. Juste le silence. Il y a quelques minutes, la plupart de ces hommes pensaient rejoindre la réserve. Maintenant, des camions arrivent, chargés de bateaux d'assaut qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Les ordres arrivent à voix basse. Vous traversez ce soir. Maintenant, le Rhin, le plus puissant fleuve d'Allemagne. Aucune préparation, aucun avertissement. Certains hommes se demandent si c'est une plaisanterie. Ce n'en est pas une. Dans quelques heures, ils seront sur le sol allemand et l'ennemi ignorera toujours leur présence. C'est le pari de Patton. Franchir elle, infranchissable sans autorisation, sans préavis, dans une course contre la montre pour devancer les Britanniques. Dans une course contre la montre pour mettre fin à la guerre. Ce que les soldats dirent en réalisant ce qui se passait révélerait tout sur la peur, le devoir et l'effondrement final de elle. Allemagne nazie. Le matin du 21 mars 1945, le major général Leroy Irouin, commandant la 5e division d'infanterie, convoqua ses commandants de régiment au quartier général, s'attendant à discuter de affaires courantes. Sa division venait de terminer de brutaux combats dans le Sarre Palatinat, conquérant 22 rivières à travers la France, la Belgique et l'Allemagne. Les hommes étaient épuisés. Irouin supposait qu'ils allaient enfin obtenir le repos dont ils avaient désespérément besoin. Au lieu de cela, il reçut l'ordre de se présenter immédiatement au quartier général du corps d'armée ou d'Invy. À son retour, 1 heure plus tard, son visage en disait long à ses officiers. Quelque chose avait changé. La 5e division, annonça Irouin, allait franchir le fleuve Ryan. Pas la semaine prochaine. Pas après l'opération massive de Montgomery. Non, ce soir. Peut-être même dans quelques heures. Le commandant resta assis, abasourdi, dans un silence pesant. Le Rhin n'était pas une simple rivière. C'était le symbole de la puissance allemande. La barrière qui avait protégé les terres germaniques pendant 2 millénaires. Les services de renseignement alliés signalaient 21 divisions allemandes, positionnées sur ces rives. Montgomery planifiait une traversée, impliquant 1 million d'hommes, des milliers de pièces d'artillerie et des divisions aéroportées. Cette opération ne commencerait que le 23 mars. Patton voulait que la 5e division traverse 24 heures plus tôt, sans préparation d'artillerie, sans soutien aérien, et avec du matériel encore en cours d'acheminement, depuis un dépôt situé à 100 mètres. Le colonel Paul Black, commandant le 11e régiment d'infanterie, mènerait assaut. L'après-midi du 22 mars, il se trouvait au poste de commandement de son bataillon à Nierstein, une petite ville située à 1 mile du point de passage d'Oppenheim, lorsque la confirmation arriva. La traversée aurait lieu. Cette nuit-là, Black regarda sa montre. Dans moins de 8 heures, ces hommes traverseraient en canot d'assaut le plus grand fleuve d'Allemagne dans l'obscurité la plus totale. Les soldats accueillirent la nouvelle avec des réactions allant de l'incrédulité à une sombre acceptation. Le sergent Michael Bildé de la 5e division écrivit plus tard que l'ordre semblait insensé. Ils avaient couru à toute vitesse pendant toute une journée pour atteindre le Rhin dans les délais impossibles fixés par Patton. Maintenant, ils étaient censés le traverser immédiatement, sans les préparatifs massifs que tout supposait nécessaires. Mais ils comprenaient aussi pourquoi Patton était engagé dans une course contre la montre avec Montgomery et que cette course était importante pour des raisons qui dépassaient la simple rivalité personnelle. Chaque jour où les Allemands tenaient la Rhin leur donnait le temps d'organiser leur défense et de renforcer leur ligne de profondeur. Chaque heure de retard signifiait davantage de vies américaines perdues lors de futures batailles. Si la 5e division pouvait traverser rapidement et discrètement avant que les Allemands ne réalisent ce qui se passait, elle pourrait établir une tête de pont qui percerait les défenses occidentales de l'Allemagne. Le soldat William Tucker, dont l'unité participerait aux vagues d'assaut, se souvint plus tard du moment où les ordres parvinrent à destination. Au début, il crut à une plaisanterie.
Puis des camions chargés arrivèrent. Avec les bateaux d'assaut, la situation devint soudain très réelle. Tucker s'était entraîné aux traversées de rivières. Mais c'était différent. C'était le Rhin. C'était l'Allemagne. C'était l'histoire, et il allait y prendre part. Qu'il soit prêt ou non. À la tombée de la nuit, le 22 mars, les soldats se dirigèrent vers leur point de rassemblement près du fleuve. Ils apercevaient le Rhin au loin. Large, sombre, en crue printanière. Sur l'autre rive, le territoire allemand. La patrie. Tout ce pourquoi la guerre avait été menée se trouvait de l'autre côté de l'eau. Les officiers se transmettaient les dernières instructions à voix basse. Interdiction de fumer. Pas de lumière, silence absolu. Les Allemands de l'autre côté ignoraient l'arrivée des Américains. La surprise était primordiale. Si l'artillerie allemande les surprenait en pleine traversée, les bateaux d'assaut deviendraient des cercueils flottants. À 10 heures, les premiers bateaux entrèrent dans l'eau. Les bateaux d'assaut avançaient dans l'obscurité, propulsés par des soldats ramant de leur dernière force. Après des mois de combats incessants, plus de moteurs, plus de bruit, juste le clapotis de l'eau contre les coques et le souffle court des hommes dans le froid. De la nuit de mars, le soldat Tucker décrivit plus tard la traversée comme surréaliste, pagayant sur le Rhin comme lors d'un exercice d'entraînement, s'attendant à tout moment à entendre les mitrailleuses allemandes ouvrir le feu. Mais les mitrailleuses restèrent silencieuses. La première vague atteignit la rive sans rencontrer de résistance. Les hommes se précipitèrent hors des bateaux sur le sol allemand. Armes prêtes, cœur battant. Toujours rien. Ils progressèrent vers l'intérieur des terres, sécurisant le littoral immédiat, attendant le déluge de feu qui, selon la doctrine militaire, devrait les anéantir. Il ne vint jamais. Les Allemands sur l'autre rive, des éléments de divisions épuisés et décimés, anéantis lors de la campagne du Palatinat du Sar. Soit ils n'ont pas détecté la traversée, soit ils n'avaient pas la force nécessaire pour réagir efficacement. Certaines unités allemandes étaient si faibles qu'elles s'effondrèrent tout simplement en réalisant que les Américains avaient traversé. D'autres se rendirent sans combattre, soulagés que la guerre soit enfin finie pour elles. Vague après vague, des bateaux d'assaut suivirent la première traversée. À minuit, des milliers de soldats américains se trouvaient sur la rive et du fleuve. Les ingénieurs travaillaient frénétiquement pour agrandir la tête de pont et préparer les emplacements des ponts suivants. Le personnel de la marine et des gardes-côtes arriva avec des péniches de débarquement plus grandes. Les LCVP et LCMS qui avaient transporté des troupes sur les plages de Normandie débarquèrent maintenant des soldats à travers le plus grand fleuve d'Allemagne. L'unité de bateau du lieutenant-commandant William le suivit à 3 heures du matin et commença immédiatement un service de traversée continue qui allait se poursuivre pendant 72 heures. Les péniches de débarquement transportaient des hommes, des véhicules, des provisions, tout ce qui était nécessaire pour maintenir et agrandir la tête de pont. L'opération que l'état-major de Patton avait improvisée en moins de 48 heures fonctionnait au-delà de toutes les espérances. Le sergent Bildet, revenant sur la traversée des années plus tard, admit que lui et ses camarades n'appréciaient peut-être pas Patton personnellement, mais il reconnaissait ses résultats. Le général pouvait justifier son attitude de prima donna par des succès que d'autres commandants n'avaient pu égaler, et la traversée du Rhin en silence, sans la préparation massive, que tous jugeaient nécessaire, prouvait que Patton avait compris un aspect fondamental de la guerre moderne, que ses collègues plus prudents avaient ignoré. À l'aube du 23 mars, la 5e division tenait un pont à 9,6 km de profondeur. Ils avaient capturé 19 000 prisonniers allemands. Démoralisés, la peur initiale des soldats avait fait place à une satisfaction mêlée d'épuisement. Ils avaient accompli un exploit. Ils avaient traversé le Rhin contre une résistance minimale, parce que Patton avait agi si vite que les Allemands n'avaient pas pu organiser une défense efficace. Mais le véritable enjeu de cette nuit n'était pas seulement un succès tactique. Il était psychologique. Les soldats américains qui avaient combattu de Normandie jusqu'au Rhin, ils comprirent qu'ils venaient de franchir le dernier grand obstacle naturel de l'Allemagne. Au-delà du fleuve s'étendait le cœur du territoire allemand.
La guerre n'était pas terminée, mais l'issue ne faisait plus aucun doute. L'Allemagne n'avait plus de fleuves derrière lesquels se cacher, plus de lignes de défense préparées capables d'arrêter l'avancée alliée. Un soldat, dont la lettre à sa famille fut conservée dans les archives de la division, écrivit que la traversée du Rhin lui avait procuré une sensation différente de toutes les opérations précédentes. En France et en Belgique, ils avaient été des libérateurs. Mais, en posant le pied sur le sol allemand par cette sombre nuit de mars, ils devinrent des conquérants. Cette distinction était importante. Elle changea la façon dont ils se percevaient leur mission. Les soldats comprirent également ce que leur traversée signifiait pour l'opération de Montgomery, prévue pour débuter le même soir. Le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, à Washington, allait bientôt déclarer avec une satisfaction à peine dissimulée que Patton avait franchi le Rhin alors que Montgomery préparait encore son assaut massif. Les soldats américains de la 5e division étaient fiers de cet exploit, alors même qu'ils se préparaient aux contre-attaques allemandes qu'ils savaient inévitables. Patton n'apprit la réussite de la traversée que le matin du 23 mars, lorsque le commandant du 13e corps, le général Monton Eddy, confirma que la 5e division tenait une tête de pont sécurisée sur la rive et du Ryan. Patton téléphona immédiatement à Omar Bradley. Ses paroles furent directes comme à son habitude, mais exceptionnellement mesurées. « Brad, ne le dis à personne, mais j'ai traversé. » Bradley, sincèrement surpris, répondit. « Eh bien, je n'en crois pas mes yeux. Tu veux dire de l'autre côté du Rhin? » « Exactement. J'ai fait passer une division en douce hier soir. Mais il y a si peu de monde dans le coin qui ne le savent pas encore. Alors, n'en parle à personne. On gardera le secret, jusqu'à ce qu'on voit comment ça se passe. » Les soldats, qui avaient rendu la traversée possible, eurent connaissance de cette conversation, par le biais du réseau militaire informel. Certains trouvèrent amusé que Patton, d'ordinaire avide de publicité, veuille garder leur exploit secret. D'autres comprirent le calcul stratégique. Si les Allemands ne réalisaient pas que les Américains avaient traversé en nombre, ils ne pourraient pas concentrer leurs forces pour une contre-attaque efficace. Le soir du 23 mars, le secret n'était plus ni possible ni nécessaire. La tête de pont s'était considérablement agrandie. Les ingénieurs avaient construit des ponts de bateaux capables de supporter des véhicules lourds. Des blindés traversaient. L'opération avait réussi au-delà de toute espérance. Bradley autorisa l'annonce de la traversée, assurant ainsi aux forces américaines le mérite d'avoir devancé Montgomery d'un jour. Le 24 mars, Patton faisait son fameux geste auquel les soldats assistèrent avec un mélange de gêne et d'amusement. Debout sur un ponton nouvellement construit, le général se soulagea dans le fleuve, sous l'œil des photographes qui immortalisaient l'instant. Pour la postérité, j'attendais ce moment depuis longtemps, déclara Patton aux troupes présentes. Les soldats reconnaître le geste comme une pure et simple démonstration de force, crue, théâtrale, mais aussi profondément significative. Il profanait littéralement et figurativement le fleuve qui avait symbolisé la puissance allemande pendant des siècles. Un ingénieur ayant participé à la construction du pont se souvint plus tard du sentiment de revanche procuré par le geste de Patton. Son unité avait travaillé sans relâche pendant des jours à la construction de l'ouvrage permettant le passage des blindés et des ravitaillements. La célébration crue de Patton reconnaissait leur accomplissement en des termes que les soldats comprenaient. Le général avait peut-être été vulgaire, mais il n'oublia jamais que les victoires dépendaient de soldats ordinaires, accomplissant des actes extraordinaires. L'annonce de la traversée de Ryan fit la une des journaux du monde entier. À Washington, Henry Stimson fit sa remarque cinglante sur le fait d'avoir donné à Montgomery tout ce qu'il demandait, tandis que Patton traversait avec des tactiques improvisées et une audace franche. Les soldats américains de la 5e division entendaient parler de ces réactions, par la radio des forces armées et par courrier, de leurs familles. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli, même s'ils devaient faire face à des combats continus pour étendre et sécuriser la tête de pont. La résistance allemande, initialement légère, s'intensifia lorsque les commandants de la Wehrmacht
prirent conscience de ce qui s'était passé. Les tirs d'artillerie s'intensifièrent. Les bombardiers de la Luftwaffe tentèrent des raids nocturnes sur les ponts. L'infanterie allemande lança des contre-attaques destinées à ralentir l'exploitation américaine du passage. Les pires combats eurent lieu aux alentours d'Oppenheim le 26 mars, lorsque les forces allemandes firent des efforts déterminés pour repousser les Américains de l'autre côté du fleuve, mais il était alors trop tard. 2 ponts enjambaient le Rhin à Oppenheim. Des péniches de débarquement de la marine patrouillaient des kilomètres de rivière dans les deux sens. Plus de 15 000 hommes et 1200 véhicules avaient traversé entre le 23 et le 26 mars. La tête de pont était sécurisée et s'élargissait. Les soldats qui avaient traversé dans l'obscurité le 22 mars voyaient maintenant des divisions entières déferler derrière eux, pénétrant à l'intérieur de l'Allemagne. Une fois le Rhin franchi, la troisième armée se lança vers l'est avec une force que les forces allemandes ne purent contenir. Les soldats qui avaient effectué la traversée silencieuse à Oppenheim se retrouvèrent pris dans une offensive qui progressait plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible. Les villes tombaient si vite que les cartes devenaient obsolètes avant même d'avoir pu être correctement étudiées. Les unités allemandes qui tentaient d'établir des positions défensives découvraient des blindés américains déjà à l'arrière avant même que les fortifications ne soient achevées. Le rythme épuisait les soldats qui combattaient sans relâche depuis la Normandie. Un soldat d'infanterie écrivit à sa famille qu'il se souvenait à peine d'avoir traversé la Rhine, car tout, depuis, n'était qu'un flou de mouvements, de brefs échanges de tirs et de soldats allemands capturés qui semblaient soulagés que la guerre soit enfin terminée pour eux. La lettre reflétait quelque chose d'essentiel sur les dernières semaines de combat en Allemagne, le sentiment que l'histoire s'accélérait vers une conclusion inéluctable. L'attitude des soldats envers les civils allemands qu'ils rencontraient variait considérablement. Certains conservaient une discipline professionnelle, tout en considérant tous les Allemands comme une population ennemie ayant soutenu le régime. D'autres, en particulier les soldats qui entraient dans de petits villages où des drapeaux blancs flottaient à chaque fenêtre, éprouvaient des sentiments complexes face à leur devoir d'occupation. Il ne s'agissait pas de citoyens français accueillant la libération. C'étaient des ennemis vaincus dont le pays avait déclenché la guerre et qui subissaient désormais les conséquences de cette décision. La découverte des camps de concentration a fondamentalement changé la façon dont les soldats américains percevaient l'ennemi qu'ils combattaient. Lorsque des éléments de la troisième armée libérèrent Ohrdruf le 4 avril, les soldats découvrirent des preuves de massacres systématiques qui dépassaient tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Patton, Bradley et Eisenhower visitèrent le camp le 12 avril. Patton, qui avait été témoin d'années de carnage de guerre, fut si bouleversé qu'il vomit après avoir vu des piles de cadavres. Les soldats qui avaient franchi la Rhine 3 semaines plus tôt comprirent alors qu'ils avaient combattu bien plus qu'un ennemi militaire conventionnel. Le régime nazi incarnait un mal qui dépassait tout. Guerre normale. Lettres et extraits de journaux intimes de cette période révèlent que les soldats réfléchissaient à ce qu'ils avaient vu et luttaient pour comprendre comment une telle brutalité systématique avait pu se produire dans une nation civilisée. Cette prise de conscience a influencé la manière dont les soldats traitaient les prisonniers et les civils allemands. Avant les camps, de nombreux soldats américains avaient gardé un respect réticent pour les soldats allemands, les considérant comme des collègues professionnels pris au piège. Du mauvais côté, après les camps, ce respect s'est évaporé. Les prisonniers allemands, demandant de la nourriture et des soins médicaux, se trouvaient désormais face à des soldats qui avaient vu ce que l'Allemagne avait fait à ses propres prisonniers. L'humanité que les forces américaines sont généralement maintenues. Le respect des normes de la Convention de Genève a été maintenu, mais la distance psychologique entre geôliers et prisonniers a augmenté considérablement. Fin avril, les soldats de la Troisième Armée combattaient en Bavière et progressaient vers la frontière tchèque. Le rythme avait ralenti par rapport à la période immédiate de la traversée post-traumatique. Mais la progression se poursuivait. La résistance allemande est restée sporadique. Certaines unités combattirent avec habileté et détermination. D'autres se rendirent à la première occasion. Ce schéma reflétait la désintégration complète de la Wehrmacht. En tant que force militaire cohérente, les soldats qui avaient franchi la Rhine à Oppenheim se souvenaient de cette nuit comme du moment où ils surent que la guerre allait bientôt
se terminait. Avant la traversée, l'Allemagne disposait encore de barrières naturelles derrière lesquelles se cacher. Après la traversée, il ne restait plus que l'effondrement final. La traversée silencieuse dans l'obscurité avait été plus qu'un succès tactique. Elle avait été le début de la fin. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula, sans condition, pour les soldats de la 5e division d'infanterie qui avait franchi la Rhine cette nuit de mars. La capitulation apporta soulagement, épuisement et des émotions complexes quant à ce qu'ils avaient vu et accompli. Ils avaient fait partie de la force qui avait mis fin au Troisième Reich. Mais le coup de cette victoire, mesuré en vies perdues et en traumatismes subis, les marquerait à jamais. Dans les semaines qui suivirent la capitulation de l'Allemagne, les soldats eurent le temps de réfléchir à leur traversée du Rhin et à sa signification. Les lettres écrites pendant cette période révèlent une fierté liée à la réussite tactique et à la conscience aiguë du coût humain de la guerre. La traversée silencieuse avait réussi en partie parce que Patton avait progressé plus vite que les défenseurs allemands ne pouvaient réagir, mais aussi parce que la puissance militaire allemande avait été fondamentalement brisée par des années de guerre. Sur de multiples fronts, les soldats reconnaissaient que leur traversée n'avait été possible que parce que des milliers d'autres soldats d'autres unités avaient combattu et étaient morts lors de batailles précédentes qui avaient affaibli les forces allemandes. La Normandie, les Ardennes, le Palatinat, chaque campagne avait contribué à faire du 22 mars un jour mémorable possible. La traversée du Rhin n'était pas seulement l'exploit de la Troisième Armée. C'était l'aboutissement des efforts alliés pendant des années de guerre. Ce que les soldats disaient de Patton pendant et après la guerre